Bien, eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, une séance de conseil municipal qui reprend le chemin de la normalité, puisqu'à partir de ce soir, nous pouvons à nouveau accueillir du public. Voilà, bon, je n'en vois pas beaucoup. Les bonnes habitudes se sont peut-être un peu perdues au fil du déroulé de cette crise sanitaire. Mais en tout cas, nous sommes toujours en direct sur Internet, donc bienvenue aux internautes, bienvenue à toutes et à tous. Avant d'aller plus loin, je me dois bien sûr d'évoquer la disparition de Jean-Jacques Fournier, que vous tous avez très bien ou un peu connu. En effet, il a été le maire de Moissy-Cramayel pendant plus de 40 ans, puisqu'il a été élu maire la première fois en 1971. Il est donc décédé en ce début du mois d'octobre, il avait 85 ans. Il a marqué durablement le territoire de cette commune, puisque quand il a commencé à s'intéresser à la vie municipale, il s'agissait d'un village de 2000 habitants. Et donc, quand il a quitté cette même vie municipale en 2014, nous n'étions pas loin des 20 000 habitants. Vous imaginez donc la transformation qu'il a conduit. Voilà, avec ses différentes équipes, bien sûr, mais c'est vrai que c'était un maire un petit peu à l'ancienne qui était un vrai animateur, un vrai bâtisseur. C'est un mot qui revient souvent quand on lui rend hommage. Et donc, il a marqué de manière durable l'évolution de cette commune. Je l'ai dit, c'était un maire bâtisseur. Il était né à Moissy-Cramayel, il adorait son village, il aimait sa ville, il aimait les habitants de Moissy. Il y était extrêmement attaché aux anciens. Il m'en parlait souvent. Attaché aussi, voilà, à la vie du club de foot, par exemple, ou à l'orchestre d'harmonie de Moissy-Cramayel. Tout cela, c'était vraiment des dimensions de la vie de la commune qui le marquaient profondément, parce que ses propres parents étaient nés ou étaient issus de Moissy-Cramayel. Donc il a donné le meilleur de lui-même, je crois qu'on peut le dire comme ça, et c'est ainsi qu'il m'en parlait. Il a donné le meilleur de lui-même pour animer cette vie municipale et pour accompagner l'évolution de ce petit bourg. Il considérait en effet qu'il valait mieux piloter et maîtriser le développement de cette ville plutôt que de subir l'évolution de l'urbanisme qui ne manquait pas, dès les années 70, de frapper à la porte donc de notre commune. Donc il s'est investi complètement dans cette mission et très rapidement, alors que c'était un homme qui était un politique, certes, mais qui avait une certaine distance, j'allais dire, avec les partis pris partisans. Donc très rapidement, il s'est également intéressé à l'agglomération. Il croyait aussi beaucoup et il avait compris qu'une ville, surtout petite, ne pouvait pas se couper de son environnement et donc très rapidement, il a compris qu'il fallait jouer collectif avec les villes qui entourent Moissy-Cramayel. Là aussi, il y a une longue histoire de l'intercommunalité, puisqu'il qu'il présidait depuis 1975. Donc, voilà, cette histoire, je ne vais pas vous la raconter ce soir. Nombreux ont été à lui rendre hommage lors de ses obsèques, et de nombreux articles de presse, notamment, ont rappelé tout cela, sa carrière, cette passion pour les villes nouvelles, cette passion pour l'urbanisme, je le disais tout à l'heure, pour la ville, finalement, pour la ville. Voilà, donc il nous a quittés, paisiblement, et c'est vrai que c'est tout à fait normal de lui rendre hommage ce soir. Plusieurs d'entre vous ont souhaité qu'on exprime cet hommage par une minute de silence, et par conséquent, je vais vous proposer, mesdames, messieurs, chers amis, chers collègues, de respecter.
Voilà, et parce qu'il faut continuer et affirmer notre engagement pour nos habitants, donc je vous propose d'ouvrir officiellement notre séance de conseil municipal ce soir. Alors, s'agissant du quorum, il est largement atteint, puisqu'il faut être 17 présents. Des pouvoirs, nous en avons quelques-uns. Anne-Marie Desmoulins pour Betty Chappe, Betty Eyamo pour Carole Moïse, Audrey Thébault pour Julien Béraud, Christian Duès pour Didier Vantemsch, Bami Touria Bami, pardon, pour Corinne Marche et Hervé Racine pour Lynn Magne. Voilà donc pour les pouvoirs. Un secrétaire de séance, Khalidou Gueye, merci. Alors, le compte-rendu du conseil municipal du 27 septembre, appelle-t-il des remarques de votre part? Je n'en vois pas, donc je considère qu'il est adopté. Je vous en remercie. La liste des décisions de la maire. Avez-vous des questions? Je n'en vois pas. Adopté. Validé, tout du moins. La liste des marchés à procédure adaptée. Il y en a peu en ce mois de septembre-octobre. Pas de questions particulières. Très bien, nous en prenons acte. Enfin, le tableau récapitulatif du non-exercice du droit de préemption urbain. Des questions? Je n'en vois pas. C'est toujours assez dense, cette partie-là, mais peut-être un peu moins que le mois dernier. Voilà, donc enfin, nous abordons l'ordre du jour de notre conseil municipal. Un conseil municipal relativement léger, puisque nous avons 10 délibérations, mais néanmoins, la première délibération est importante. Il s'agit du vote du débat d'orientation budgétaire 2022, puisque nous approuverons, en tout cas, je l'espère, nous adopterons notre budget 2022 au mois de décembre. Donc, préalablement, il nous faut échanger sur la base d'un rapport d'orientation budgétaire. Donc, la commission finances s'est réunie, a examiné le travail présenté par Julien Béraud et les services, et je vais donner la parole à Julien Béraud pour qu'il nous présente le PowerPoint qui a été préparé à cet effet. Julien. Merci Madame la maire, puisque vous évoquez les services, j'en profite pour les remercier pour leur participation à ce travail qui est très important en effet, puisque le DOB est une obligation pour notre strate de communes au terme du Code général des collectivités territoriales. Il intervient avant le budget de l'année N+1 et au moins 2 mois avant le vote de ce budget. Et donc ce soir, il s'agit de donner les premières orientations sur lesquelles nous avons commencé à travailler. La commission a eu lieu il y a maintenant 3 semaines, à l'époque où le gouvernement venait de déposer le projet de loi de finances, qui est le dernier du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et donc nul doute que suite à cette loi de finances 2022, nous aurons une surprise avec une loi de finances rectificative à l'été prochain, à minima, après les élections présidentielles. En termes de contexte, rappelez très rapidement et de manière traditionnelle, on est toujours sur un schéma bien connu. Le contexte national, tout d'abord. Rappelez que le projet de loi de finances 2022 est basé sur une hypothèse de croissance estimée à 4%, après une croissance à 6,25% pour l'année 2021. Elle a été réévaluée très récemment par le ministère de l'économie, des finances et de la relance. Elle était estimée à 6, mais elle passe à 6,25. Un élément de contexte, alors sans faire trop de technique, mais sur le déficit, rappelez quand même que le déficit public de la France est passé de 97 milliards en 2019 à 115 milliards en 2020. Il devrait être à 113 milliards l'année prochaine. Et les années suivantes, la trajectoire validée par le Haut Conseil aux finances publiques valide un retour à la hausse aux alentours de 116 milliards sur 5 ans. Donc voilà, c'est un petit peu le contexte national, mais c'est important d'avoir ces chiffres en tête. La crise apparaît un peu derrière, mais en termes de finances publiques, ça va être compliqué, au moins au niveau national, pendant plusieurs années, et certainement sur le prochain mandat présidentiel.
Dire que les concours financiers de l'État vont être à un niveau stable, on le reverra un peu plus tard avec une DGF qui se situe à un niveau similaire au global, mais on verra que la ville de Moissy est là aussi encore impactée comme depuis plusieurs années avec une baisse de sa dotation globale de fonctionnement. En revanche, comme la DGF baisse sur les communes, on verra que la péréquation est en augmentation, notamment la dotation de solidarité urbaine à hauteur de 95 millions supplémentaires. Stabilité des dotations également de soutien à l'investissement local, la DSIL à 4 milliards d'euros, dont 1 milliard sur la rénovation énergétique des bâtiments. C'est une reprise de ce qu'on avait connu en 2020 dans les 4 lois de finances rectificatives successives qui avaient égrené l'année. Et dernier point sur le contexte national, rappeler quand même le fort impact de ce mandat présidentiel sur notre fiscalité locale. On a déjà eu l'occasion de le dire ici, de le répéter. Quand on supprime la taxe d'habitation, qu'on fait un mécanisme de compensation, les communes perdent leur autonomie fiscale et les compensations, on peut craindre qu'elles n'aient qu'un temps. Donc voilà, on profite aussi de ce débat d'orientation budgétaire pour dresser nous aussi le bilan du mandat présidentiel, au moins sur cette partie-là. La fiscalité locale a été durement impactée par ces 5 années présidentielles. En matière communale, notre contexte, je le qualifierais toujours de volontariste, d'organiser et de structurer pour la ville de Moissy, en rappelant quand même que la programmation des finances publiques 2018-2022 consacrait la fin de la contribution au redressement des finances publiques. Je ne reviens pas sur les crises successives qu'on a connues, mais après 2008 et la crise financière, on a été mis à contribution. Sur le mandat présidentiel précédent, on a été mis à contribution avec cette contribution au redressement des finances publiques qui a induit une forte baisse de nos dotations. On le verra un peu plus tard. Toutefois, malgré ces contraintes budgétaires qui viennent un peu d'en haut, on a quand même conservé une maîtrise de nos dépenses et une démarche de désendettement de la commune. En moyenne, sur la période 2017-2020, c'est marqué, les charges de fonctionnement ont augmenté de 2,3%, ce qui n'a pas empêché la ville de continuer à investir. Nous l'avons vu, des équipements sont sortis de terre. On a continué à investir en matière de voirie et d'entretien de nos bâtiments. Donc on a réussi à gérer sur ce plan-là, malgré la baisse des dotations, et on le voit, notre désendettement est porté à 11,33% sur la période 2014-2020, ce qui représente une baisse de l'encours de dette d'un peu plus de 2 millions d'euros sur cette même période, ce qui reste totalement remarquable, avec en plus un recours modéré à l'emprunt. On l'a déjà dit en commission et dans cette instance, avec une capacité à emprunter un prêt relais en 2019 que nous avons remboursé l'année dernière en une fois. Donc voilà, un contexte assez sain. Les conditions de l'équilibre sur la section de fonctionnement en matière de recettes, rappelez quand même que, j'en parlais, la réforme de la fiscalité, c'est la disparition de la taxe d'habitation, sauf sur les locaux vacants et les résidences secondaires, 59 résidences secondaires recensées à Moissy-Cramayel avec nos collègues de la DGFiP. Donc les taux de la taxe d'habitation restera à 18,98 pour ces locaux vacants et résidences secondaires. La taxe foncière sur les propriétés bâties, donc vous voyez l'historique, de 2009 à 2018, nous avions un taux de 31,19 qui est passé sur les BP 2019 et 2020 à 30,57% après une baisse de 2% et non de 2 points. Bien 2% de baisse. À partir du BP 2021, nous avions adopté donc un nouveau taux, mais qui en fait ne change rien, puisque nous avions bien 30,57 de la ville, et les 18% correspondent au transfert de la taxe foncière des départements pour compenser la perte de la taxe d'habitation sur les communes. On a déjà eu ce débat à plusieurs reprises depuis le début du mandat. On est donc sur un effet mécanique où les taxes foncières de cette année affichent un taux de 48,57% d'imposition à Moissy, mais c'est bien l'addition des deux taux et le peu de variations et de questions que nous avons eues à la marge, c'est des évolutions qui portent sur l'inflation, puisque les bases sont réévaluées chaque année sur l'inflation. Donc le taux de 48,57, c'est bien cette addition de 30,57 pour Moissy et les 18 du département. Toujours en matière de recettes, on continuera, j'ai eu l'occasion de le dire en commission pour ce DOB qui a été adopté à l'unanimité moins une abstention, une sollicitation des subventions auprès de nos partenaires et de toute entité utile.
Sur les dépenses, en fonctionnement, ce sera la maîtrise maîtriser et contenir l'évolution de la masse salariale, comme nous le faisons depuis déjà plusieurs années. Contenir les dépenses courantes afin de dégager un autofinancement permettant d'assurer l'entretien du patrimoine sur nos fonds propres et poursuivre notre effort de désendettement. Sur les dotations de l'État, si on parle de recettes, je le disais, on a des données qui viennent nous impacter un petit peu. Sur la période 2015-2021, les prix ont augmenté de 5,6%, un peu plus de 5,6%, ce qui impacte nos dépenses à la hausse, ne serait-ce que nos marchés publics et le prix, par exemple, des fournitures qu'on peut acheter. Les collectivités territoriales, on le disait, ont contribué au redressement des finances publiques, ce qui a conduit quand même à une baisse de plus de 8% des dotations perçues. Pour 2022, je le disais un petit peu en introduction, l'évolution globale des dotations sera en très légère augmentation, donc quasi stable à 0,15% par rapport à 2021. La DGF est en légère baisse du fait de la progression de l'écrêtement, je le disais. La hausse de la DSU qui vient un petit peu compenser la partie DGF. Et la dotation nationale de péréquation qui s'inscrit en baisse de près de 11%, mais je rappelle que la DNP est vouée à disparaître. Donc cette baisse n'est pas totalement une surprise pour nous, et pour aucune collectivité d'ailleurs. En investissement, les montants seront équivalents à 2021 pour la DETR et la dotation politique de la ville, ainsi que pour la DSIL, hors plan de relance. Et je rappelle que Moissy-Crémaillet, elle a bénéficié de crédits au titre du plan de relance sur le groupe scolaire de la Fosse-Cornue, un peu plus de 500 000 €, on le verra plus tard, pour la réfection des terrasses. Alors pour 2022, partant de ce contexte général, national et local, des orientations sont proposées ce soir au conseil municipal, avec nos priorités. Pour l'année prochaine, la reconduction des taux de fiscalité tels que nous les avons vus de slide avant, circonscrire l'évolution de la masse salariale en activant tous les leviers des ressources humaines, dégager une épargne nette suffisante pour assurer le financement du programme d'investissement et entretenir également nos bâtiments municipaux, maîtriser le recours à l'emprunt. Maîtriser le recours à l'emprunt, ça veut aussi dire ne pas emprunter plus qu'on est capable de rembourser. Voilà, donc c'est aussi une de nos priorités et quelque chose que nous avons dans le viseur et sur lequel nous travaillons activement avec les services. Et poursuivre donc de ce fait l'effort de désendettement de la collectivité. Forcément, ces deux derniers points vont de pair. En matière de recettes de fonctionnement pour l'année prochaine, vous le voyez, on est sur une évolution de 2,75% de plus par rapport à ce qui avait été voté au BP 2021, avec un fort impact sur la fiscalité, sur les recettes fiscales et les compensations. Pourquoi un fort impact? Nous avons de nouvelles constructions à Moissy avec des habitations qui vont être fiscalisées dès le 1er janvier de l'année prochaine. Nous avons également des locaux économiques qui se sont installés sur la commune. Et je le rappelle, nous avons aussi un effet mécanique annuel de revalorisation des bases, sur la base, c'est le cas de le dire, de l'inflation, puisque l'inflation est prise en compte pour la revalorisation des bases fiscales. Étant reprécisé que l'année 2020 avait forcément vu une inflation très faible, du fait du contexte sanitaire, mais aussi économique et social et de nombreuses fermetures que nous avions connues. On verra pour 2021 ce que ça donne, mais on aura forcément une revalorisation des bases puisque la croissance est quand même dynamique cette année. Et donc ça vient expliquer ce million d'euros supplémentaires en matière de recettes fiscales sur la commune. La dotation globale de fonctionnement, on le disait, en baisse. La dotation de solidarité urbaine en hausse. Le fonds de solidarité de la région Île-de-France qui devrait légèrement baisser. La DNP vouée à disparaître, donc il continue sa décrue. Le FPIC. Alors le FPIC, on y reviendra encore une fois. Mais voilà, pour le moment en recette, nous avons l'apparence d'une hausse de 14 000 €, mais nous verrons un peu plus tard que ce n'est pas le cas. Et les autres recettes, une baisse, notamment sur la partie avec les différents partenaires qu'on peut avoir, certains équipements étant sortis, voilà, certaines subventions vont venir se tarir un petit peu,
mais on le voit au global, près de 700 000 € de recettes supplémentaires sur la section de fonctionnement. C'est tout de même satisfaisant et ça montre encore le dynamisme que connaît notre ville. Les dépenses de fonctionnement pour l'année prochaine et d'une volonté que nous affirmons d'inscrire un autofinancement complémentaire dès le vote du budget primitif, ce qui n'a, alors je ne dirais pas jamais été fait, mais n'a pas été fait depuis longtemps à minima. Volonté d'avoir un autofinancement dès le budget primitif sans attendre le budget supplémentaire qui est important pour pouvoir conduire notre politique d'investissement, tout en maintenant l'offre de services que nous délivrons au mois CN et au mois C1, mais aussi une volonté de stabiliser nos dépenses. Stabiliser nos dépenses, ça passe en charge de personnel, on le voit dans le tableau. Nous avions voté au BP 16 658 en 2021. Pour le BP 2022, nous serons à un peu moins de 16,5 millions de masse salariale. Je m'explique, parce qu'on pourrait me dire c'est surprenant, nous ne supprimons pas de postes, nous n'en créerons pas non plus, mais nous avons retravaillé notre méthode de calcul pour être un peu plus serré, un peu plus, j'allais dire fiable, mais c'est pas forcément le mot, mais un peu plus dans la réalité. On le voit quand on vote notre budget en décembre chaque année. Ce budget, quand on le constate en compte financier, on l'exécute à hauteur de 98%. Pourquoi on l'exécute à hauteur de 98%? Parce qu'on a des vacances de poste qui sont pas pourvues immédiatement quand les gens partent. Je prendrai l'exemple d'une direction que je connais bien au sein de la ville, la direction générale adjointe ressources, où le pôle finance est vacant depuis quelques mois. Voilà, des salaires en moins, donc ça conduit à une baisse de la consommation. Donc ce chiffre de 16 488 en masse salariale, il se base sur une moyenne, qui est la moyenne des 3 années précédentes de 98%. Et nous appliquons une hausse de 1% de la masse salariale sur l'exécuté moyen que nous aurons constaté sur les 3 ans, 2019, 2020, 2021. Ce qui fait mécaniquement apparaître une baisse et fiabilise aussi la prévision en termes de charges de personnel. En termes de charges à caractère général aussi, on constate une baisse parce qu'on travaille aussi à réduire un peu certaines dépenses. Donc pas de difficulté là-dessus. Ça nous paraît de bonne aloi que de réduire certaines dépenses et de travailler à réorienter certains crédits. Les autres charges de gestion courante, une légère hausse, mais qui là aussi s'explique par la vie des services, les contrats et tout ce qu'on connaît de la vie d'une collectivité. Toujours sur les dépenses de fonctionnement, donc je reviens sur les dépenses de personnel pour réafficher et réinsister un petit peu. Donc on a une baisse de 1% de la masse salariale entre le BP 2021 et notre BP 2022. Ça représente 170 000 € de baisse. Et vous le voyez en évolution des effectifs. Au 31 décembre 2021, nous aurons 373 ETP. La prévision est identique au terme de l'exercice 2022. Conformément à ce que je disais un peu plus tôt sur l'absence de création de postes. Les autres dépenses en matière de fonctionnement, la passation des marchés avec la mise en concurrence systématique qui va permettre à notre collectivité de contenir certaines hausses, voire de constater quelques baisses, je le disais. Concernant les crédits d'activité des services, seuls seront intégrées les hausses contractuelles liées aux partenariats déjà engagés. Toute mesure nouvelle sera proposée, mais elles seront financées par redéploiement de crédit selon les chapitres et activités. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, on regarde ce qu'on veut faire de nouveau, mais on voit si on peut réduire sur d'autres lignes. Et enfin, les frais financiers qui baissent légèrement du fait de l'infléchissement des taux d'intérêt, d'un recours modéré à l'emprunt et de la diminution de l'encours de dette depuis 2014. Étant précisé, je le redis, que les taux d'emprunt sont actuellement bas. Ce matin, le directeur général de l'INSEE et la chef économiste du Trésor expliquaient que les taux pourraient réaugmenter dans les mois, voire les années à venir. Ça frétille un petit peu en ce moment, mais c'est pas majeur. Donc on surveille ça de très près avec les services, avec nos partenaires qui nous suivent sur les emprunts.
Voilà, mais la situation aujourd'hui est celle-là. Les taux d'intérêt sont bas. La France a emprunté, juste un exemple comme ça, pendant le plan de relance, la France a emprunté près de 8 milliards d'euros sur 50 ans à 0,56%. Voilà. Autant dire que ça ne coûte rien. 8 milliards, certes, mais en taux d'intérêt, ça ne coûte rien. Voilà. Je suis budgétaire, désolé Aziz, pour moi ça coûte rien. Non mais 0,56 c'est très bas quand les taux d'intérêt étaient encore il y a 4 ou 5 ans à 3, 4, 5%. Voilà. En matière d'investissement, l'ensemble des ressources, je le rappelle, l'ensemble des ressources que nous avons en investissement viennent minorer notre cours à l'emprunt. Et je le redis, l'emprunt, c'est ne pas emprunter plus qu'on est capable de rembourser. En matière de recettes d'investissement, nos subventions des partenaires publics, on a déjà quelques certitudes pour l'année prochaine. Dans le cadre de la réhabilitation du groupe scolaire de l'UNI, 2 financements de l'État sont disponibles, 638 000 euros au titre de la dotation politique de la ville, 167 000 euros au titre de la dotation soutien à l'investissement local, la DECIL. Pour les travaux de toiture et d'isolation extérieure du groupe scolaire de la Fosse Cornue, je le disais tout à l'heure, 501 000 euros obtenus au titre de la DESIL Relance. Donc il faisait partie du gros bloc de 100 milliards d'euros adopté par le Parlement l'année dernière. Et je ne ferai pas le détail, Madame la maire, du plan de relance, même si j'ai tous les chiffres en tête. Autre recette, le fonds de compensation de la TVA, le fameux FCTVA, je vous rappelle, des recettes réalisées en année N-1, nous récupérons la TVA l'année suivante sur la base d'une déclaration que nous transmettons à notre comptable public. Pour l'entretien courant du patrimoine, l'estimation est basée entre 400 et 430 000 euros, puisque ça dépend des mandatements que nous allons réussir à faire jusqu'à la fin de l'année. Et nous mandatons, j'allais dire, tous les jours et tous les soirs. Au titre des travaux du groupe scolaire de l'UNI, on estime le fonds de compensation TVA à 127 000 euros au regard des dépenses qui seront réalisées sur l'année 2021. Je vous rappelle qu'on ne récupère pas l'intégralité de la TVA, on est aux alentours de 16 points. Donc on est aux alentours de 550 000 euros de FCTVA en matière de recettes d'investissement sur l'année prochaine. Toujours en recettes d'investissement, la taxe d'aménagement 2022, principalement sur le parc des Chevrons, une deuxième fraction de bâtiment qui est estimée à 570 000 euros. L'autofinancement, j'en parlais en introduction, l'autofinancement obligatoire qui correspond à nos amortissements à 735 000 euros. Les plus aguerris d'entre nous se souviendront qu'on est habituellement aux alentours de 660 000 euros, mais que nous avons voté dernièrement une modification de notre politique d'amortissement, puisque nous allons passer sous une nouvelle nomenclature comptable M57, ce qui a un effet mécanique puisqu'on amortit plus tôt, donc l'autofinancement est plus tôt réalisé, ce qui nous fait gagner 75 000 euros, j'y arrive, donc on passe à 735 000 euros d'autofinancement obligatoire. Un autofinancement complémentaire en 2022, j'en parlais tout à l'heure, dès le vote du budget prévisionnel, qui sera inscrit en autofinancement entre 500 et 700 000 euros. Un autofinancement volontaire également, qui pourra être dégagé en section de fonctionnement lorsque nous voterons notre budget supplémentaire lors de la présentation, ou du moins après la présentation du compte financier. Enfin, l'emprunt en recette d'investissement 2022, on avait écrit dans la note du ROB 2020 que l'emprunt se situerait aux alentours d'1 400 000. C'est la cible que nous nous fixons. Je rappelle, et je le disais, et je le dis pour la 3e fois, nous n'empruntons pas plus que nous ne remboursons, et nous remboursons 1,7 million environ par an d'emprunt en capital à Moissy. Donc ça nous fait encore un delta, ce qui veut dire qu'on continue de se désendetter de manière assez mécanique. Les dépenses d'investissement pour l'année 2022, toujours un peu présentées de la même façon, nos dépenses ordinaires, avec des travaux engagés sur nos différents équipements municipaux, notamment les groupes scolaires, les centres de loisirs, mais aussi sur la voirie. Les dépenses d'équipement qui peuvent entraîner des baisses de coûts de fonctionnement, notamment en matière d'énergie.
Et je le redis, le projet de loi de finances, même 2022, et même si j'ai mis des réserves sur une éventuelle loi de finances rectificative, est quand même un budget très très fort en matière de transition écologique, puisque pour la deuxième fois, le gouvernement présente un budget dit vert. En 2021, il portait sur 34 milliards de dépenses, ciblées comme vertes, tournées vers l'environnement. Et en 2022, il portera sur 54 milliards, donc un gros travail qui a été réalisé, et notamment une réorientation de crédit à destination des collectivités territoriales. Et là, je sais pouvoir compter sur la vigilance des services pour aller chercher les subventions qui s'offriront à nous. En matière de dépenses exceptionnelles, la fin des travaux de réhabilitation du groupe scolaire de l'Uni, tout le monde l'a bien en tête, et l'installation des crédits nécessaires aux travaux de toiture et d'isolation extérieure du groupe scolaire de la Fosse Cornue, puisque nous avons les crédits. Donc ces travaux doivent de manière logique se réaliser. En conclusion, malgré un contexte qui, on le voit, demeure contraint avec des incertitudes qui peuvent exister, notamment sur le fait qu'on a une élection présidentielle, que la crise sanitaire pour le moment semble se stabiliser malgré un léger rebond, mais on n'est jamais à l'abri. Le budget 2022 va s'inscrire dans la continuité de la politique engagée par la municipalité, avec la stabilisation des dépenses et l'optimisation des recettes, je le redis, en allant chercher auprès de tout partenaire utile des subventions ou des dotations qui peuvent venir nous aider dans la réalisation de nos projets, la garantie d'un haut niveau de service à la population, la reconduction des taux de la fiscalité locale dans un contexte où on est sous quasi-tutelle de l'État pour certaines taxes, le recours à l'emprunt limité aux opérations d'investissement qui nécessitent un financement complémentaire. Les investissements dans les groupes scolaires ainsi que la voirie de ces dernières années ont été réalisés sans mettre en péril les finances de la collectivité, et je crois que ça ressort très clairement puisqu'on poursuit notre désendettement. Donc la ville de Moissy est en bonne santé financière, mais il faut rester vigilant. Les événements extérieurs sont multiples, peuvent très rapidement bouleverser un équilibre, et nous resterons avisés dans notre gestion et notre volonté de gérer cette commune. Merci Julien. En effet, si la santé financière de la ville est stable et bonne, il y a quand même des points de vigilance. On a beaucoup parlé de la masse financière relative à la masse salariale, du personnel. C'est vrai qu'il va falloir être très 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 vigilant. Je me tourne vers la directrice générale des services, car on voit bien que là, on ne peut pas se permettre de faux pas. Et la rémunération des employés de la ville, elle revient tous les mois. Et comme une entreprise, il faut bien évidemment pouvoir faire face à ces dépenses récurrentes, importantes. Et voilà, personnellement, je serai en effet particulièrement attentive à cette ligne financière cette année. On peut se dire aussi qu'il faut espérer qu'il n'y ait pas de crise sanitaire bis, parce que ça nous a coûté 500 000 €, il me semble bien, 2 fois. Voilà, donc évidemment, c'est un budget prévisionnel, en tout cas un débat d'orientation sur la base d'un budget prévisionnel, donc on ne va pas intégrer ce type d'accident, mais il ne faut pas s'interdire d'y penser quand même. Constater qu'on est quand même toujours sur des bases de recettes foncières dynamiques. L'accueil de nouvelles entreprises reste important et dynamique sur Moissy, mais quand même, le foncier dédié au développement économique va en se raréfiant. Donc, ces recettes vont se stabiliser aussi. Par contre, je trouve, et je pense qu'il faut noter, vous l'avez vu à plusieurs reprises, s'agissant de l'investissement, il faut noter que l'État nous accompagne bien sur des réhabilitations d'équipements anciens, tels que les groupes scolaires, par le plan de relance, par la politique de la ville, voilà, notamment. Et ça, c'est un plus qu'il faut quand même pas minimiser et qu'il faut souligner. Voilà, je pense ce que l'on peut dire. Donc tout ça requiert toujours énormément de vigilance. On n'est pas à l'abri d'accidents, entre guillemets, en bonne et en mauvaise surprise.
hein, parce que entre nos réflexions, nos prévisions et même le vote du budget primitif et puis le réalisé, on voit qu'il s'est passé des choses au cours d'une année budgétaire. Voilà, donc quelques commentaires. Est-ce que vous souhaitez apporter des réflexions à cette présentation? Merci Julien, merci les services, ça a été dit. Je trouve que le PowerPoint est vraiment très clair et ça fait plaisir parce que la pédagogie c'est important dans ce domaine-là. Voilà, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Non? Ça veut dire que le travail a été efficace en commission aussi, hein, puisque vous avez travaillé donc sur cette présentation. Donc, s'agissant du vote du débat d'orientation budgétaire 2022 sur la base de ce rapport d'orientation budgétaire, je soumets donc la délibération au vote. Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Y a-t-il des abstentions? Monsieur Vontemsch, Madame Marche, vous avez des pouvoirs, hein? 2 pouvoirs, c'est ça. Très bien. C'est clair pour l'administration? Parfait. Très bien, je vous remercie. Et donc, voilà, la délibération est adoptée. Alors, le point suivant, il s'agit d'un dossier de la commission aménagement sur la mise en place d'un partenariat concernant la transition écologique et la précarité énergétique avec la société Enedis. C'est une convention à conclure. C'est Marc Malizevich qui rapporte. Oui, merci Madame la maire. Je vais essayer d'être clair. Aussi clair que Julien, ça va être difficile, mais je vais essayer. Donc, cette délibération concerne la mise en place d'une convention entre Enedis, c'est l'entreprise de service public en charge de la distribution d'électricité sur 95% du territoire national, et notre commune, pour la mise en place d'un partenariat concernant la transition écologique et la précarité énergétique. La durée de cette convention est de 2 ans et les services fournis par Enedis à la commune le seront à titre gratuit. Les outils mis à disposition par Enedis permettront à la commune de mieux appréhender les mesures à mettre en place pour satisfaire ses propres besoins et ceux des habitants par l'utilisation des données de consommation et de production d'électricité, et ceci afin de faciliter le pilotage de la transition énergétique. Ils permettront également de lutter contre la précarité énergétique. En effet, les équipes d'Enedis sont en relation directe avec les clients et sont en première ligne, relève coupure, suite aux demandes de déplacement des fournisseurs pour impayés et sont donc confrontés aux situations sociales difficiles des familles concernées. Ainsi sera mis en place une information pour le personnel du Centre communal d'action sociale destinée aux travailleurs sociaux afin d'aider les familles à utiliser les données quotidiennes et donc à mieux appréhender les services du compteur Linky, et ce, afin de mieux maîtriser l'énergie. Il vous revient d'approuver la convention et d'autoriser Madame la maire à la signer. Merci Marc. Des questions dans cette convention avec Enedis? C'est positif. Bon, ça coûte rien entre guillemets à la commune et ça permet un meilleur suivi donc des familles les plus précaires, c'est ça? Et des consommations, voilà. Très bien. Juste une petite question piégeuse. Qu'est-ce que des smart grids? Ah, je m'attendais à la question. Alors, j'ai cherché. Les smart grids, c'est ce qu'on appelle des réseaux électriques intelligents. C'est en fait des réseaux de distribution d'électricité qui favorisent la circulation d'informations entre les fournisseurs et les consommateurs afin d'ajuster le flux d'électricité en temps réel et d'en permettre une gestion plus efficace. En fin de compte, on met des mailles par exemple, de 2000 habitants par rapport pour l'INSEE, ou même par bâtiment, et on arrive là, grâce à ce réseau d'information, à avoir une idée des consommations et de pouvoir aller plus loin. Ce sont vraiment des réseaux intelligents. Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle? Oui, en quelque sorte. C'est dans cette famille-là, artificielle, c'est... Ouais. Bien. Bon, je ne pousserai pas plus loin les investigations. Voilà. Weiba, une question? J'ai juste une petite question. J'aimerais comprendre comment les personnes du CCAS, enfin, les travailleurs sociaux, pourront aider les familles à mieux gérer leur consommation énergétique. L'idée de cette convention, c'est que Enedis
forme le personnel social à l'utilisation du compteur Linky et de l'ensemble des informations que celui-ci peut donner pour la consommation énergétique horaire, journalière, mensuelle, etc. Et donc, ces travailleurs sociaux pourront aller expliquer aux gens en situation précaire comment ils peuvent mieux utiliser leur électricité, par exemple faire les lavages de, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, de 4 heures à 6 heures du matin parce que l'électricité est moins chère, plutôt que voilà. Ah, ça j'entends bien, j'avais bien compris, mais je pense pas que ce soit efficace, très sincèrement, parce il y a un moment donné, je pense qu'il faut s'attacher à la réalité, et c'est pas parce qu'on va leur expliquer comment fonctionne un compteur Linky qu'ils vont moins consommer, parce que la vraie problématique de la surconsommation énergétique, c'est l'état des logements. C'est la déperdition d'énergie. C'est pas de mettre sa machine à 3 heures du matin qui va faire en sorte qu'ils vont avoir une consommation raisonnée. Mais ça, c'est complémentaire. Là, on parlait de l'action sociale. Enfin, la première question. La deuxième question, c'est évidemment, on définira, enfin, ça permettra d'avoir par bâtiment ou par maille l'état de la précarité énergétique, donc l'écart, les problèmes liés à la fuite d'énergie de tel bâtiment, par exemple du bâtiment, etc. Et donc, alors ça c'est pas le terme de la convention, c'est que la politique qui va être menée derrière pour réhabiliter avec les bailleurs, etc. Les bâtiments. Mais là, la convention, elle va pas jusqu'à là. C'est une convention d'information. C'est un accompagnement. C'est un accompagnement, en effet. Bon, ça ne peut être que positif, on va dire, mais c'est vrai que ça règle pas sur le fond. Iba a raison. C'est vrai que lutter contre les déperditions d'énergie, c'est ça le fond du problème. Mais ça accompagne, ça sensibilise. C'est vrai qu'on le voit bien aujourd'hui, on a des alertes, on nous dit voilà, vous avez trop consommé, ou pas assez consommé en heure creuse. Il y a certainement un accompagnement à faire par rapport à ça. Il y a des personnes qui comprennent pas forcément et les comportements à adapter. Je pense que ce sont de petites choses, mais l'addition des petits gestes peut donner des résultats intéressants. Oui, Julien. Juste ajouter qu'on est certainement une des premières, je dirais pas la première, mais une des premières villes de Grand Paris Sud à signer ce type de convention, puisque Enedis a fait la proposition il y a très peu de temps en commission consultative à GPS. Juste rajouter ça. Très bien. Merci pour ces éclairages. Je soumets la délibération au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Elle est approuvée. Je vous en remercie. Délibération suivante. On revient aux finances avec une délibération modificative numéro 2. Julien Béroux. Merci Madame la maire. Alors c'est avec un peu d'émotion parce que c'est certainement la dernière décision modificative ou le dernier acte budgétaire en M14 que nous présentons. Il y aura le compte financier l'année prochaine, mais c'est pas du jeu, mais voilà, un peu ému. Nous allons essayer de partager ton émotion. De dire au revoir à la M14 que j'ai connue pendant 18 mois. On va se forcer quand même. Donc cette décision modificative numéro 2 qui fait suite à notre budget primitif et notre budget supplémentaire et une première décision modificative, simplement quelques ajustements en matière de recettes de fonctionnement. Constater une subvention politique de la ville à hauteur de 2000 € pour la maison de la petite enfance. Un ajustement du FSRIF, du Fonds de solidarité de la région Île-de-France à hauteur de 28 504 €, qui était une bonne nouvelle des notifications de la rentrée. Et également un ajustement de la prévision du Fonds de péréquation intercommunale, le FPIC, à hauteur de 3 988 €, mais je demande à l'Assemblée de ne pas se réjouir trop vite. Sur le FPIC, il y a une contrepartie. En matière de dépenses de fonctionnement, on a l'équivalent de la recette des 2000 € pour la MEF. Nous avons une contribution au titre du FPIC à hauteur de 25 000 €. Je rappelle que l'agglomération Grand Paris Sud, Seine-et-Saône-Sénart était jusqu'alors contributrice lapsus, bénéficiaire du FPIC à hauteur de 9 500 000 € par an, et que depuis 2021, elle est à la fois bénéficiaire et contributrice. C'est l'héritage des fusions des agglomérations en 2016.
Ce qui fait que pour Moissy, nous avions prévu au budget la somme de 306 000 € au titre du FPIC. Nous avons reçu une notification à hauteur de 310 000 €, mais on nous a demandé derrière de rendre 25 000, donc nous ne touchons que 285 000 au titre du fonds de péréquation intercommunale. Et je rappelle que nous sommes sur une sortie en sifflet, jusqu'en 2026, donc à un moment cette recette cette recette disparaîtra. En matière toujours de section de fonctionnement, ce qu'il est notable de noter, c'est de l'autofinancement pour le remplacement de notre écran d'accueil dans l'atrium de la mairie, qui sert beaucoup pour l'information des habitants. Et je crois que l'écran qui avait quelques années, qui est largement amorti, je parle sous le contrôle de Jean-Baptiste Françon, il avait 6 ou 7 ans. Donc voilà, changer cet écran. En matière d'investissement pour cette DM2, en recettes, des éléments qui se compensent en dépenses et recettes, notamment des écritures d'ordre dans le cadre de travaux. À noter, en termes de subventions, la DETR sur la chaîne de déplacement du chemin de l'Abri, déjà 2 étapes de travaux sur le chemin de l'Abri. Nous avons 88 000 € de DETR pour nous permettre de poursuivre. Des bonnes nouvelles en matière de taxes d'aménagement à hauteur de près de 170 000 € sur les opérations Prologis dans le parc des Chevrons et Capelli, juste derrière la mairie sur la rue de la Libération. 2 mauvaises nouvelles entre guillemets. Subvention GPS aux investissements locaux. Je vous rappelle, ce sont les 10 € par habitant que nous percevions de GPS. Grand Paris Sud est en train de revoir sa politique de solidarité financière intercommunale. Donc cette subvention aux investissements communaux ne sera pas versée cette année. Mais lorsque nous avons fait notre budget l'année dernière au mois de novembre, nous n'avions pas cet élément. Donc nous prenons en compte l'ajustement et Grand Paris Sud fera des annonces dans les semaines à venir en matière de solidarité financière. Sur les produits d'amende de police, nous avions eu une très belle notification l'année dernière. On a été optimiste en se disant on la reprend pour le BP 2021. Et la notification est à hauteur de 15 000 € à peu près, là où on avait prévu 69 000. Donc nous ajustons à la baisse de quasiment 55 000 € les amendes de police. En précisant bien qu'il ne s'agit pas des amendes de police locales. Oui, ce ne sont pas les amendes de police locales. C'est un système de répartition très complexe où même les services de l'État ont quelques difficultés à nous justifier par moment. Si on prend les recettes d'investissement, le cumul des subventions et des moins, on arrive à un montant de 21 890 € que nous réaffectons sur les travaux de voirie en démarche participative pour les travaux de voirie qu'on pourrait réaliser jusqu'à la fin de l'exercice. Après, on constate en effet des compensations entre dépenses et recettes et des mouvements qui s'équilibrent également entre eux, mais le plus important étant de la réaffectation de crédit pour des travaux de voirie. Très bien. Des questions sur cette présentation? Non, ça vous paraît clair? Là encore, ça a été vu en commission finance. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions sur cette DM numéro 2, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Très bien, et donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Les sorties d'actifs, ça c'est des délibérations qui reviennent régulièrement pour toiletter nos finances. Julien? Oui, alors très rapidement, nous avions acquis un certain nombre de matériel, des onduleurs, les onduleurs, ces petits appareils électriques, mais je parle sous le contrôle de Monsieur Malizevich, qui connaît ça mieux que moi, des lecteurs et ordinateurs, un téléviseur, j'en parlais, c'est celui de l'Atrium, et également des photocopieurs qu'il nous faut sortir de notre inventaire, puisque ces éléments sont plus du tout en usage. Voilà, il n'y a pas de gros débat sur ces biens-là. Ok, non, c'est vrai que c'est la gestion courante. Voilà, donc des votes contre, des abstentions adoptées sur ces sorties d'actifs. Ensuite, la prise en charge des frais de restauration scolaire par la commune de Moissy pour des enfants scolarisés à Melun. Une convention, ça aussi, ça revient habituellement. Alors on le connaît généralement dans l'autre sens, avec des enfants qui viennent d'autres communes et qui mangent sur Moissy. Là, on a en effet 2 familles qui ont les enfants scolarisés à Melun. Donc les familles vont payer le prix qu'elles devraient payer si les enfants étaient scolarisés et se restauraient à Moissy-Cramayel.
et la commune compense la différence par repas. Très pragmatiquement, le tarif à Melun qui est appliqué de 6,51 €. Pour la première famille, si l'enfant était scolarisé à Moissy, elle payerait 1,67 € par repas. Donc la ville payera 4,84 € de compensation. Et pour la deuxième famille, sur les 6,51 €, la ville payera 4,81 €, puisque la famille aurait dû payer 1,70 €. Mais en effet, c'est une délibération qu'on connaît. Merci. Ces conventions, donc. Oui, Aziz, tu as une question à poser, non? Qu'est-ce qui... Je sais pas. Ah, monsieur, je sais pas, j'ai entendu, il m'a semblé entendre quelqu'un vouloir poser une question, mais si c'est pas le cas, c'est pas... Voilà, donc sur cette prise en charge de frais de restauration, des votes contre, des abstentions, merci, adopté. Et puis, un avenant à la convention de groupement de commandes passé le 20 novembre 2015 pour la passation des marchés d'assurance. Toujours Julien. Là aussi, une délibération traditionnelle. J'en refais un point de contexte. La ville a un marché d'assurance qui a été passé en groupement avec le CCAS, puisque le CCAS n'a pas... Il a été estimé que le CCAS n'avait pas apporté les procédures et le quotidien des marchés. La ville est assez dotée pour le faire. Donc, de manière traditionnelle, chaque année, on passe une convention, un avenant à la convention en conseil municipal sur ce groupement pour que le CCAS rembourse la commune de Moissy-Cramayel au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année N-1. Donc, au titre de la responsabilité civile, le CCAS remboursera 574,25 €. Au titre des dommages aux biens, 62,53 €. Tout cela étant pris sur le budget principal. Au titre de l'assurance automobile, 119,90 € au budget principal et 719,44 € au budget annexe. Il vous est donc proposé d'autoriser la maire à signer cet avenant avec monsieur le vice-président du CCAS. Qui n'y voit pas d'inconvénient. Du tout. Parfait. Très bien. Je soumets au vote des abstentions, des votes contre, adoptés. Merci. Merci Julien pour cette séquence. Alors, nous allons continuer à parler d'argent, mais c'est un petit peu différent. Il s'agit de l'attribution d'une subvention en faveur de l'Association française contre les myopathies, c'est-à-dire la FM Téléthon. Voilà, chaque année, vous le savez, Moissy-Cramayel s'inscrit dans la mobilisation pour lutter donc contre ces maladies. Voilà, impact de la crise sanitaire oblige. L'an dernier, la mobilisation donc de nos partenaires, on pense notamment aux écoles, mais pas que, n'avait pas donc pu se tenir. Donc nous avions voté une subvention importante l'année dernière de l'ordre de 7 000 €. Car dans le même temps, nous avions assisté à la dissolution d'associations, donc Moissy-Rousseau. Bref, c'était une opportunité et nous l'avons saisie. Cette année, on vous propose donc d'attribuer une subvention de 3 500 € pour le Téléthon, dans la mesure où, là encore, nos partenaires et particulièrement les écoles nous ont fait savoir qu'ils ne pourraient pas, du fait de la crise sanitaire, donc organiser les animations qui sont organisées habituellement et qui rapportent beaucoup d'argent, 3 700 € par exemple en 2019, vous voyez. Donc voilà, en l'absence de cette possibilité de mobilisation, on vous propose pour une année supplémentaire de faire un effort particulier, justement en nous substituant quelque part aux recettes récoltées par le truchement des écoles, fédérations de parents d'élèves, etc., qui se montaient en 2019 à 3 700 €. Bon, voilà, on a regardé dans notre budget, on est prudent, mais on vous propose cette année d'attribuer une subvention de 3 500 €, ce qui est significatif pour le Téléthon. Propositions, commentaires, réactions. Écoutez, je soumets au vote. Donc, pas d'abstention, pas d'opposition. Je vous remercie. Il faudra faire un courrier rapidement à l'association pour les tenir informés. Les relations sont excellentes, bien sûr, entre l'association et la ville de Moissy. Il y a vraiment un partenariat solide qui est animé par de nombreux acteurs de la ville. Et bien sûr, il s'agit de le confirmer. Monsieur Abderrahmane. Oui, c'était par rapport à... C'est vrai que les années précédentes, il y avait une manifestation, ça se passait dans un gymnase
j'aurais, c'est aujourd'hui comment ça se passe si d'autres associations ou d'autres personnes qui veulent contribuer à ce Téléthon, est-ce que c'est d'une manière directe ou il y a quelque chose qui se programme dans les mois à venir? Les participations sont portées par des associations ou des groupes d'habitants. Hein. Donc, la seule règle qui s'impose à eux, c'est de respecter les consignes sanitaires. Par exemple, les enseignants nous disent, non, c'est trop compliqué, et on voit bien. Aujourd'hui, les enfants sont repartis à l'école en Seine-et-Marne avec le masque, tu vois. Voilà. Donc, les enseignants disent non, on va pas y arriver. Hein. Donc, ils nous ont fait savoir que pour la seconde année consécutive, ils se retiraient, je dirais, de ces animations qui portent vraiment à bout de bras. Ils sont nombreux. Par contre, je pense à notre sportive préférée entre guillemets, Julie Lépicier, hein, qui est une championne d'athlétisme. Eh bien, rien n'empêche à Julie Lépicier de réorganiser les performances individuelles hein, qu'elle anime chaque année. Je crois qu'elle fait un défi de course individuelle pendant 24 heures. Julie Lépicier peut parfaitement décider de le faire et de continuer à le faire, je dirais, puisqu'elle n'engage qu'elle à ce moment-là. Donc voilà, les réponses sont diverses en fonction d'eux. Et vraiment, c'est pour se substituer, hein, vous l'avez bien compris, à cette impossibilité pour les publics scolaires de se mobiliser cette année qu'on vous propose le montant de cette subvention. Voilà, donc des réponses diverses selon les cas. Tout à fait, les dons sont toujours possibles, bien sûr. Voilà, donc on avait voté, je crois, hein, tout le monde était d'accord. Très bien, donc je vous propose de poursuivre. Alors, on n'a pas voté, pardon. Donc j'organise le vote sur cette subvention pour le Téléthon. Des votes contre, des abstentions, il n'y en a pas, j'étais pas très inquiète. Hein. Donc c'est pourquoi je suis allée un peu vite. Merci. Alors la délibération numéro 8, là il s'agit de délibération plus technique. Du taux de rémunération des travaux supplémentaires effectués par les enseignants des écoles en dehors de leur service normal. Une délibération qu'on prend chaque année. Elle concerne cette année 48 enseignants qui sont rémunérés par la ville pour effectuer des missions d'études surveillées. Voilà. Le tarif est stable, hein, donc il est de 24,57 € brut de l'heure. Et on vous propose donc de reconduire ce dispositif pour l'année scolaire à venir. Des questions? Je n'en vois pas. Voilà, c'est une manière donc de soutenir justement le soutien scolaire des enfants qui le sollicitent. J'organise le vote, des votes contre, des abstentions adoptées, je vous remercie. Alors ensuite, une délibération. Alors là, je sais pas, j'ai envie de présenter des excuses parce que quand je vois la forme de la délibération, elle doit faire 6 pages. Je sais pas, enfin bon, voilà, c'était extrêmement technique, à tel point que j'ai demandé au service de me préparer une petite note que je vais m'empresser de vous lire, tentant de faire le résumé le plus explicatif possible, qui correspond donc à cette délibération. Alors, ça concerne le RIF-CEP, ça veut dire le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Ce dispositif a été instauré à l'État, puis il est devenu obligatoire en 2016 dans la fonction publique territoriale. Il a vocation à remplacer toutes les primes composant un régime indemnitaire par une prime unique, l'IFCE. L'IFCE, ça veut dire l'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise. Donc, cet IFCE a été mis en place à Moissy-Cramayel en 2016 pour les grades concernés à l'époque, mais tous les textes n'étaient pas sortis à ce moment-là, et depuis, d'autres donc ont été publiés. Donc, après un passage en comité technique du 19 février 2016 en conseil municipal du 4 avril 2016, cet IFCE avait été mis en place. Les groupes de fonctions qui avaient été définis au comité technique donc concernaient le niveau d'encadrement, la technicité d'expertise, les suggestions particulières ou le degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Donc aujourd'hui, on vous demande de revenir sur le sujet, car il faut le préciser.
pour deux raisons. D'abord, de nouveaux cadres d'emploi qui ne pouvaient pas encore bénéficier donc de ces primes doivent être intégrés. Il s'agit des techniciens, ingénieurs, conseillers socio-éducatifs, assistants socio-éducatifs, éducateurs de jeunes enfants, puéricultrices, psychologues. Et à ce jour, seuls les agents de la filière police municipale ne peuvent pas bénéficier de ce régime indemnitaire et conservent leurs primes actuelles, sur lesquelles d'ailleurs on délibère chaque année, ainsi que les assistantes maternelles ayant un statut particulier. Il faut quand même savoir qu'au niveau national, au niveau de l'État, une réflexion est engagée pour, concernant donc ces deux types de métiers, donc définir une équivalence financière. Voilà, et évidemment, on souscrira à cette équivalence dès qu'on en connaîtra le montant. Et puis il y a également la seconde raison, c'est l'intégration du CIA. Alors ça n'est pas la CIA, bien connue, non, il s'agit du complément indemnitaire annuel. Voilà, il est obligatoire de le prévoir. Et là, il s'agit d'une prime, si vous voulez, complémentaire, qui a fait l'objet de débats assez vifs, intéressants au sein de notre comité technique, c'est-à-dire là où siègent des élus et des représentants du personnel. Je vois certains d'entre vous opiner du bonnet. Et finalement, on s'y est repris à deux reprises, et on est tombé d'accord pour faire une proposition qui est donc reprise dans la délibération, de verser 200 € pour tous les agents de la ville, donc une fois par an. Voilà, au titre de ce CIA. Donc voilà, j'ai tenté de vous faire le résumé le plus clair possible de ce que signifie la reprise de tous ces textes normatifs, donc qui nous sont parvenus récemment et auxquels il faut qu'on se conforme finalement. Il ne s'agit que de ça. Madame la directrice générale des services, vous connaissez le sujet par cœur, ça va ? Je ne sais pas, enfin, j'essaie de pas dire de bêtises. S'il vous plaît, ne me posez pas trop de questions, s'il vous plaît. Sinon, je serai obligée de lever la séance et de donner la parole à Béatrice Quiatol. Bon, ça vous va ? On est dans les clous, c'est tout ce que je peux vous dire. Hein. Et les 200 €, voilà, je crois que c'est quelque chose à la fois significatif, d'égalitaire, de partagé. Ça correspond à l'état d'esprit de nos échanges avec le personnel. Et je pense que mes collègues élus qui siègent au comité technique ont vraiment validé de bon cœur cette proposition. On est d'accord. S'il n'y a pas de questions, je ne m'attarde pas, je soumets au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Bien, je vous remercie pour eux. Donc, la délibération est adoptée à l'unanimité. Alors, pour terminer, comme à l'accoutumée, la modification du tableau des effectifs. Vous avez une note qui vous précise ce qui est présenté dans cette délibération. Création de grades. Alors, justement, on parlait tout à l'heure du pôle finance. Donc, il y avait un grade d'attaché principal. La personne est partie. Donc, non, pardon. On crée justement le grade d'attaché principal pour permettre de recruter l'adjointe de Jean-Baptiste Françon, qui vient d'arriver ou qui va arriver ? Qui va arriver, c'est ça, voilà. Donc sur un grade d'attaché principal, voilà. Et on s'en réjouit parce que Jean-Baptiste avait bien besoin de renforts. Ensuite, des transformations de grade, donc on prend en compte des évolutions d'avancement. Il y a 15 promotions en 2021, il y en avait eu 8 en 2020. Voilà, ce sont des déroulements de carrière naturels, si je puis dire. Bon, on peut peut-être remarquer au niveau du pôle administratif déjà développement du territoire, il faut comprendre donc les services techniques, donc un poste d'attaché à temps complet, donc qui évolue en poste d'attaché principal. C'est une évolution de carrière là aussi, voilà, qui concerne Madame Ridiki. Des suppressions de grades, ça c'est du toilettage, des gens qui sont partis en retraite ou simplement partis. Voilà. Voilà pour l'essentiel. On reste bien dans notre nombre de postes créés. Il ne s'agit pas, évidemment, d'y déroger. Avez-vous des questions? Je n'en vois pas. Je soumets au vote. Abstention, vote contre. Bien, écoutez, cette délibération, la dernière, est donc approuvée à l'unanimité. Alors, comme à l'habitude,
je dirais maintenant, presque régulièrement. Donc, je lève la séance, on est bien d'accord, de notre conseil municipal, elle est achevée. Mais comme à l'habitude, je me fais le relais auprès de vous d'une question du groupe d'élus minoritaires unis pour Moissy. Alors cette question, quand j'en ai pris connaissance, je me suis dit mais on m'a déjà posé cette question. En effet, lors du conseil municipal du 27 septembre dernier, le groupe Uni pour Moissy nous avait déjà interpellé sur ce qu'il considère être une urbanisation galopante à Moissy-Cramayel. J'avais répondu donc à ce moment-là, le 27 septembre. Mais donc je constate que pour notre séance de ce soir, à nouveau, donc ce groupe nous fait parvenir une question, nous interpelle donc sur la bétonisation et l'urbanisme galopant dont notre ville serait victime et donc sollicite la possibilité de limiter cette expansion irraisonnée et irresponsable. Exprime son inquiétude pour la préservation des terres agricoles. Voilà. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure. Que dire, si vous voulez, pour essayer de faire simple? Évidemment que Moissy-Cramayel se développe raisonnablement. On le voit bien, la stabilité démographique, notamment sur le dernier mandat. Néanmoins, il est vrai que si on regarde l'écoquartier de Chanteloup, une ZAC, donc maîtrisé par un aménageur public qui est l'établissement public d'aménagement de Sénart, c'est vrai que la ZAC se développe. Alors, la première partie de la ZAC, en tout cas, qui représente 1200 logements, eh bien maintenant, depuis 3-4 ans, on voit en effet surgir des constructions nouvelles, conformément au dossier de ZAC qui a été approuvé, je sais pas, presque une dizaine d'années, par nos prédécesseurs en lien avec l'État, puisque c'est l'État qui est propriétaire donc des terrains de la ZAC. Et c'est donc l'État qui conduit l'urbanisation, bien sûr en bonne entente avec nous, puisque plutôt que d'essayer d'affronter la volonté de l'État et de refuser cette urbanisation, notre choix, je l'évoquais tout à l'heure en citant le travail de mon prédécesseur Jean-Jacques Fournier, nous avons préféré accompagner cette urbanisation décidée, je le répète, par l'État, sur un foncier qui lui appartient, qui n'appartient pas à la ville. Donc oui, cette ZAC est en cours de développement, c'est très clair, c'est parfaitement connu, identifié, et le rythme de construction se déroule conformément à nos prévisions et donc représente à peu près l'accueil d'environ entre 150 et 200 nouveaux habitants par an. Voilà, on est sur ce rythme-là. Alors ça, c'est un sujet. Bon, il y a un autre sujet, et peut-être que c'est finalement la question interroge ce second sujet, c'est celui de la pression foncière qui s'exerce sur notre ville, comme elle s'exerce sur d'autres villes de la Grande Couronne. D'abord la Petite Couronne, puis maintenant la Grande Couronne. Vous le savez, on assiste à un double phénomène. De plus en plus d'habitants souhaitent s'installer dans ce qu'on appelle la Grande Couronne, dont nous faisons partie, Moissy-Cramayel, se dessert de la ville de Paris, de la Petite Couronne, cherche un logement plus agréable, donc, mais évidemment plus loin, et peut le trouver à Moissy-Cramayel. Pourquoi il peut le trouver à Moissy-Cramayel? Parce que comme toute ville, le tissu urbain évolue, des personnes s'en vont et vendent leur logement, des personnes décèdent, la démographie est là, des personnes décèdent et leurs héritiers vendent aussi leur logement, et tout cela provoque en effet des ajustements, des promoteurs étant tout à fait vifs et alertes pour détecter des sujets comme cela, démarchent d'ailleurs régulièrement dans nos boîtes aux lettres, vous devez voir ça, les agences immobilières, les promoteurs nous disent mais voilà, si vous voulez vendre, pas de problème, on est là. Bien, donc c'est ce que j'appelle la pression foncière, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je le ressens vivement à Moissy, mais je sais que par mes collègues, notamment donc de Sénart, que ça se produit ailleurs, ces mouvements-là sont extrêmement dynamiques en ce moment. Il se passe pas de mois, parfois même de quinzaines, et je parle sous le contrôle de Betty Chape et de la commission qui suit ces dossiers-là, où nous sommes sollicités par un nouveau sujet. Voilà, c'est à chaque fois un peu angoissant parce que
il faut immédiatement entrer en contact avec un promoteur qui, lui, bien sûr, veut construire le plus possible de logements sur des parcelles qui sont à vendre par des particuliers, et puis essayer de modérer un petit peu les ambitions de ces promoteurs, tout en respectant les droits des propriétaires. Aujourd'hui, en France, on ne peut pas empêcher un propriétaire de vendre son logement. Voilà. Je rappelle aussi que Moissy Cramayel est dans une opération d'intérêt national et que c'est l'État qui délivre les permis de construire. Alors je signe les permis de construire pour le compte de l'État, mais étant en opération d'intérêt national, parce que étant situé dans l'ancienne ville nouvelle de Sénart, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc les marges de manœuvre sont extrêmement limitées. Qu'est-ce que peut faire la ville? D'abord, on s'est rendu compte ces derniers temps que par rapport à la prolifération de ces opérations, on s'est rendu compte que, bien sûr, le voisinage est extrêmement soucieux de savoir, d'être informé, de savoir ce qui se passe. Donc, de plus en plus, et pour ça je remercie Betty Chappe, qui anime ces réunions, eh bien, on vérifie que le voisinage d'une opération comme ça d'urbanisme dans le diffus, comme on dit, sont informés et bien informés. Voilà. Donc, on organise une réunion où nous, la ville, on joue un rôle d'information, de médiation, où on met face à face des habitants inquiets et un promoteur qui porte un projet. Et ce promoteur, il présente donc son projet à ses habitants qui expriment des inquiétudes. Il y a un dialogue, il y a parfois des modifications, ça se passe plutôt bien, mais il est vrai que ces opérations se multiplient aujourd'hui. Donc, moi, en tout cas, je m'engage à être très vigilante sur la bonne information donc des habitants s'agissant de ces opérations d'urbanisme dans le diffus. Voilà en tout cas ce que l'on peut faire. Mais quant à nous opposer, nous en tant que conseil municipal, à la délivrance des permis de construire, eh bien, nous devons respecter la loi, sinon au motif que nous pourrions être attaqués par les promoteurs en justice et perdre des procès si nous ne délivrions pas ces permis de construire. Voilà. Donc on a un rôle pas facile, qui consiste à tenter d'appeler à la raison des promoteurs, des propriétaires qui veulent vendre leurs biens, bien sûr, au meilleur prix. Et parfois, c'est assez étonnant de voir se transformer une personne qui, a été très inquiète d'un projet pas très loin de chez elle, mais qui, quand elle se trouve dans la position de vendre son bien, alors là, n'a plus aucun état d'âme et recherche, bien sûr, le projet qui lui rapportera le plus d'argent. C'est humain, mais c'est pas facile. Donc, beaucoup de vigilance sur tout ça. Et donc, dans la question qui nous est posée par le groupe Uni pour Moissy, il est fait allusion à une opération là, donc qui concerne la rue de Bourgogne. Donc, demain soir, Betty Chappe et quelques-uns d'entre nous, je pense, animeront une réunion où on a invité le promoteur qui a bien voulu venir. Rien ne l'y oblige. Rien n'y oblige, mais enfin bon, il sent que voilà. Et puis les riverains, et eux, donc, où il y aura une explication, une présentation du projet. Bon, voilà ce que l'on peut dire sur ces phénomènes qui inquiètent légitimement les habitants, en tout cas ceux qui restent, ceux qui ont envie de conserver l'esprit village. Mais je peux vous assurer qu'absolument toutes sortes de personnes, dont certains qu'on connaît très bien ici même, sont vendeuses. Et c'est toujours une inquiétude de voir à qui et pourquoi elles vont donc céder leurs biens. Alors, également, je sens de la part du groupe une inquiétude sur l'avenir des terres agricoles. Moi, je l'avais dit à notre dernier conseil municipal du 27 septembre, on partage tout à fait cette inquiétude. Et je pense qu'en effet, j'ai fait allusion tout à l'heure, même plus qu'allusion, à l'écoquartier de Chanteloup, qui est une opération d'intérêt national développée par l'État, qu'on accepte parce que on discute et voilà, on espère à nouveau, comme ça a été le cas à Moissy depuis 40 ans, produire un quartier agréable. Mais j'allais dire, au-delà de cette ZAC de logement, avec des équipements bien sûr,
On le verra dans le cadre de la révision de notre plan local d'urbanisme, mais en tout cas, s'agissant du groupe voilà, que j'ai l'honneur de conduire, eh bien, nous partageons tout à fait, il me semble, hein, l'objectif du groupe Uni pour Moissy, qui consiste à dire qu'en dehors de la ZAC de Chanteloup, il faut préserver les terres agricoles. Voilà, donc je l'ai dit au mois de septembre, je le redis, mais tout ça sera débattu au fil de l'eau grâce à la révision du PLU que nous avons engagée, où on pourra je dirais, réaborder tous ensemble et de manière sereine, je l'espère, toutes ces questions. Quel devenir veut-on pour les terres urbanisables de Moissy? Quelle part fait-on à la protection des terres agricoles? Comment est-ce que l'on guide les habitants et les promoteurs dans la réalisation d'opérations qui respectent le plus possible l'ambiance de notre ville? Voilà, c'est des sujets vraiment complexes et on le voit bien. L'urbanisme, c'est vraiment aujourd'hui un sujet qui s'impose à nous de manière extrêmement prégnante, délicate et qui, en effet, doit retenir toute notre vigilance. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Il n'y en avait pas d'autres. Donc, si vous le voulez bien, on va s'arrêter là. Je vous remercie pour votre écoute, votre attention, votre participation. Merci aux internautes. Voilà. C'est important de se sentir soutenu, au moins moralement, par leur participation. Et je vous souhaite une très bonne fin de soirée.